L'objectif de ce webinaire est de voir aujourd'hui comment on va pouvoir mettre à disposition de façon simple et sécurisée des environnements de travail pour vos utilisateurs. Alors l'actualité fait que c'est un sujet qui nous a été demandé par de nombreuses personnes, donc l'objectif est de voir comment Nutanix va pouvoir vous aider. Les principales difficultés aujourd'hui, quand on souhaite faire ce genre de choses, donc offrir de façon simple un environnement aux utilisateurs, ça va être d'arriver déjà à prendre en compte l'écosystème et les différents périphériques de vos utilisateurs. Donc aujourd'hui, les grosses difficultés, ça va être la multiplicité des périphériques, des ordinateurs, ce qu'on appelle les guest OS, les différents systèmes d'exploitation utilisateurs, hein, Mac, Windows, Linux, les tablettes éventuellement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, IT, et il va falloir arriver à le prendre en compte si on veut offrir cette expérience aux utilisateurs. De même, on va être obligé, en plus de ces difficultés, de ne pas mettre en péril la sécurité de votre infrastructure, de votre système d'information. Donc, on va être obligé de savoir qui est en capacité par exemple, d'accéder à quel type d'environnement et comment, éventuellement, depuis où. Donc aujourd'hui, dans le end-user computing, Nutanix propose plusieurs solutions, hein, déjà depuis plusieurs années. On va retrouver les solutions dites traditionnelles autour du VDI, avec des solutions comme Citrix, Virtual Apps and Desktop, par exemple, ou VMware avec Horizon View, qui sont deux solutions de VDI qui vont tourner de façon optimale sur Nutanix. Alors aujourd'hui, on a plus de 2500 clients qui utilisent ce type de solution pour bénéficier de la souplesse offerte par l'infrastructure hyper convergée offerte par Nutanix. Pour rappel, hein, la plateforme Nutanix va offrir une résilience, une scalabilité des performances de premier ordre et surtout une simplicité qui sont autant d'éléments nécessaires pour déployer des environnements VDI et surtout pour amener et réussir ce type de projet. C'est vrai que les projets VDI aujourd'hui sont des projets qui ont besoin d'être menés avec de la façon la plus optimale possible, avec un accompagnement utilisateur fin, afin que ceux-ci adhèrent à ce type de solution. Et il est important que les performances ressenties par les utilisateurs soient de premier ordre, sinon le risque, c'est un abandon ou un abandon de ce type de solution et un mécontentement côté utilisateur. A contrario, on a aujourd'hui des solutions un petit peu plus modernes, comme la solution Frame dont on va parler sur cette prochaine heure, qui sont des solutions dites de desktop as a service, et qui plus est ici de desktop as a service en environnement multi-cloud. Donc on va voir ce que ça peut vous apporter. On l'a dit, les principaux facteurs aujourd'hui pour arriver à mettre à disposition des environnements utilisateurs, ça va être la gestion du périphérique final de l'utilisateur, son laptop ou son PC, sa tablette, etc. On va être obligé de sécuriser les accès entre le périphérique utilisateur et l'infrastructure qui va héberger son bureau distant. Et on va également être en capacité d'offrir de façon simple à la fois des environnements de type bureau et des environnements de type applicatif. Donc ça, c'est la finalité ici recherchée. Et on va voir ce que permet de faire Nutanix XiFrame. Donc, XiFrame, c'est une plateforme logicielle sécurisée dans le cloud qui va vous permettre d'offrir justement des bureaux utilisateurs et des applications Windows à tout type d'utilisateur depuis n'importe quel périphérique, puisqu'on va utiliser simplement pour se connecter à ces bureaux et applications un navigateur HTML5. Donc, ce sont les navigateurs que vous connaissez tous, hein, Chrome, Firefox, Edge, Safari et j'en passe,
qui vont vous permettre d'offrir cette expérience à vos utilisateurs. Quand on dit que Frame est une solution de desktop as a service, la raison derrière ça, c'est que c'est un service qui est managé par Nutanix. Ça veut dire que toute la partie control plane qui va vous permettre de créer les bureaux utilisateurs, gérer l'authentification, etc., est managée dans le cloud Nutanix. Et ensuite, on va exécuter les bureaux à proprement parler, ou les applications utilisateurs, dans les différents clouds Amazon, Azure ou GCP, ou on-premise sur des clusters Nutanix. Mais ce ne sont uniquement que les bureaux utilisateurs qui seront exécutés dans le cloud. Ici, on parle de workload VM. Toute la partie back-end, les load balancers, tout ce qui va permettre cette gestion des utilisateurs, l'authentification, etc., c'est un service qui est complètement masqué d'un point de vue administrateur et utilisateur, puisque c'est un service, d'où la notion de desktop as a service, bien différencié du VDI, qui vous est ici offert. En termes de fonctionnalité, le protocole utilisé par Frame s'appelle le Frame Remoting Protocol. C'est un protocole qui va vous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités de synchronisation du copier-coller, l'impression en PDF puis sur le navigateur local, le multimonitor, la gestion de l'USB, tout ce qu'on retrouve de façon généralement traditionnelle dans des environnements VDI, et tout ça au travers donc du FRP, le Frame Remoting Protocol, qui va lui-même se baser sur un protocole qui s'appelle le H264, que tout le monde connaît, ou en tout cas utilise sans le savoir, puisque c'est le protocole utilisé par Netflix ou YouTube pour faire le streaming vidéo. Donc le gros avantage de ce protocole sur lequel est basé le FRP, c'est que c'est un protocole qui va être optimisé pour des liaisons WAN et des liaisons à faible bande passante et qui va savoir adapter la qualité et le rendu utilisateur en fonction de la bande passante et la latence depuis son lieu de connexion. Ce qui fait qu'un utilisateur qui se connecte sur un hotspot Wi-Fi dans une gare, par exemple, avec un débit limité, pourra tout de même travailler depuis ce lieu, et s'il se connecte chez lui avec sa liaison ADSL ou fibre, il aura une expérience qui sera plus complète parce que son débit sera certainement meilleur. Tout ça, ce qui est important, c'est que d'un point de vue utilisateur, c'est complètement automatique puisque c'est géré nativement par le protocole. On parlait de la sécurité. Point essentiel dans ce type de projet. Ici, la sécurité, on va pouvoir la gérer à différents niveaux, mais la première chose qu'on va chercher à faire, ça va être d'authentifier et d'identifier un utilisateur. Donc pour ça, on va se baser sur les gestionnaires d'identité compatibles avec le protocole SAML 2.0. Donc on va retrouver la plupart des gestionnaires d'identité modernes, l'Azure AD, tout ce qui est sur le SAML, donc du Ping Identity, de l'Okta, des protocoles, des gestionnaires qui se basent sur le SAML 2, dont certains gestionnaires open source. On va de fait, toujours via cette utilisation du SAML, être en capacité d'utiliser une authentification à double facteur, ou MFA, qui permettra également d'offrir une sécurité plus poussée que les traditionnelles authentifications login mot de passe. Et ensuite, on va être en capacité de gérer utilisateur par utilisateur ou pour un groupe d'utilisateurs donné, l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités. On parlait tout à l'heure du copier-coller, par exemple. C'est quelque chose qu'on pourra ou non activer en fonction de ce qu'on souhaite faire entre le navigateur local de l'utilisateur et sa session. Même chose pour tout ce qui est gestion des impressions, l'upload ou le download, on pourra activer ou désactiver ces fonctionnalités, par exemple, pour empêcher un utilisateur de télécharger des fichiers qui seraient sur sa session distante sur son poste local pour éviter une fuite de données. Encore une fois, tout dépendra des cas d'usage, mais c'est tout un tas de mécanismes de sécurité qu'on va pouvoir implémenter sur la plateforme.
Donc maintenant, quand on parle de desktop as a service, l'objectif, c'est d'aller vite et donc d'être en capacité de déployer rapidement. Donc il y a plusieurs étapes pour ça, mais la grosse différence entre le VDI et le desktop as a service, c'est que là où le VDI, on va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à déployer une infrastructure et à être en capacité d'offrir quelque chose à des utilisateurs, ici, très rapidement, en quelques heures, on va être en capacité d'offrir un bureau utilisateur également. Donc le premier point à choisir, ça va être la plateforme d'infrastructure. Est-ce que les bureaux vont être dans le cloud public, Amazon, Azure, GCP, ou est-ce que ces bureaux vont être on-premise dans le data center du client sur des clusters Nutanix AHV? Ça, c'est un premier choix. Ou est-ce que les bureaux seront mixtes? On peut avoir une notion d'hybridation avec une partie dans le cloud public, une partie on-premise. Tout va dépendre de ce qu'on souhaite faire. Deuxième point, on l'a dit, authentifier les utilisateurs. Ça veut dire qu'il va falloir configurer un gestionnaire d'identité, encore une fois, compatible SAML 2 ou avec les protocoles d'authentification Google, notamment pour les utilisateurs qui utilisent aujourd'hui la G Suite de Google. On va être en capacité de la prendre en charge nativement. Donc après, pour rappel, l'Azure AD sera pris en charge. Un Active Directory sera également pris en charge dès lors qu'on aura déployé un service d'ADFS pour le raccorder à la plateforme Nutanix, Okta, Ping Identity et d'autres services, bien évidemment. Troisième étape, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va présenter à nos utilisateurs? Est-ce qu'on va présenter un bureau? Est-ce que ce bureau sera de type Windows Server ou Windows 10, voire des bureaux Linux? Ubuntu et CentOS sont des images aujourd'hui prises en charge nativement par Frame. Ou est-ce qu'on va publier des applications Windows aux utilisateurs? Donc ici, on va créer là où les images utilisateurs pour ensuite les présenter, ensuite à notre population d'utilisateurs. Enfin, quatrième point, la gestion du stockage. Une fois qu'on accède à un bureau, c'est bien. Accéder à des applications, même chose. On va quand même devoir à un moment échanger des données. Est-ce que les données des utilisateurs sont sur des filers locaux, auquel cas il faudra monter au travers d'une session VPN ou pas, d'ailleurs, ça dépendra d'où on est, de quel type d'infrastructure on a choisi, mais comment est-ce qu'on accède aux fichiers locaux? Est-ce qu'on utilise des fichiers avec des systèmes de gestion du stockage en ligne, type Dropbox, Google Drive, OneDrive ou autre? Et enfin, une fois la gestion du stockage résolue, on va créer ce qu'on appelle des launchpads qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos utilisateurs depuis n'importe quel périphérique HTML5 et on va voir comment on fait tout ça au travers d'une démo. Juste pour présenter un peu l'architecture de la plateforme, ici ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc toute la partie centrale, le Frame Cloud Control Plane, c'est tout ce qui est monté côté Nutanix et qui est offert en tant que service aux entreprises. Ensuite, le cloud public va être la plateforme exécutante des workloads, ou alors la notion de private cloud qu'on va ici retrouver sur la droite, auquel cas les utilisateurs pourront se connecter à un launchpad, voir les applications auxquelles ils ont droit, et soit se connecter directement sur le cloud public par la suite, soit passer par une Streaming Gateway Appliance, une SGA, qui va permettre à l'utilisateur de se connecter à un bureau exécuté dans le cadre d'un cluster on-premise. Dernier point avant la démo, il y a une notion de hiérarchie sur la plateforme qui va vous permettre de gérer différentes images à différents niveaux, offrir différents services de gestion d'identité au niveau des organisations et faire un découpage en fonction soit des BU, soit de vos filiales pour que vous ayez une possibilité de déléguer des droits sur un ensemble de comptes. Donc le compte, c'est lui qui porte ce qu'on appelle une golden image, c'est-à-dire l'image source qui va être déployée aux utilisateurs et pour un compte donné, on va exécuter cette golden image dans un cloud, public ou privé sur du Nutanix.
Ensuite, on a cette capacité, je l'ai précisé, de gestion des droits fins au niveau du client, des organisations ou des comptes pour déléguer des droits à des administrateurs d'organisation ou à des administrateurs de comptes pour que chacun puisse créer ses images pour ses filiales en fonction de ce qu'il souhaite faire et de l'expérience qu'il souhaite offrir à ses utilisateurs. Point que je n'ai pas précisé, qui n'est pas indiqué ici, au niveau des bureaux qui sont offerts aux utilisateurs, on a possibilité, bien évidemment, de prendre en charge des bureaux 3D, donc avec du GPU. On va voir sur la démo comment ça se présente, mais si le cloud provider, Amazon par exemple, ou si on-premise, on a du GPU sur son cluster AHV, on va pouvoir offrir du GPU au sein même du bureau utilisateur pour prendre en charge des applications graphiques intensives. La démo. Donc ici, on arrive sur l'interface de login d'un utilisateur pour une organisation donnée. On a eu ici une URL qui nous indique ça. On a deux gestionnaires d'identité. La possibilité de s'authentifier avec un email password, ça c'est la fonctionnalité, j'ai envie de dire, d'authentification qui est native et intégrée au travers de Frame. Et ici, on a un gestionnaire d'identité qui se base sur notre système Nutanix sur Okta, donc en SAML 2, qui va nous permettre de nous authentifier et de faire même une double authentification dans le cas présent. Donc ici, je me connecte, je vais arriver sur l'organisation sur laquelle je suis moi-même administrateur d'organisation. Donc on voit ici, je vais commencer par les organisations, voilà. Ici, je suis administrateur de deux organisations, une qui s'appelle Lustieno, mon nom prénom, et une autre qui s'appelle MyOrg. Et c'est dans ces organisations qu'on va pouvoir créer les différents accounts pour nos utilisateurs. Donc, on a dit la première chose, c'est d'être en capacité de créer, de se connecter à une infrastructure. Donc, ici, pour une organisation donnée, je vais pouvoir aller voir quels sont les cloud accounts disponibles pour cette organisation. Ici, je vais avoir du GCP, de l'AWS ou de l'Azure. Les trois sont déjà configurés. Mais si on souhaite ajouter un cloud account, on va voir comment ça se passe. On va aller cliquer sur Add Cloud Account. On va choisir le cloud provider. On va donner un nom pour pouvoir l'identifier dans la liste et ensuite on va simplement saisir les différentes informations, l'account ID dans le cadre d'un AWS ou si on fait de l'Azure, l'application ID et les directory ID. Donc toutes ces informations-là, c'est les informations qu'on retrouve nativement dans la notion d'infrastructure as a service du cloud provider donné. Même chose chez GCP, on va saisir simplement le project ID. Une fois qu'on a saisi ces informations, on va, alors ici sur un AWS par exemple, on va simplement cliquer sur le Verify AWS CloudFormation pour que tout le compte AWS soit préparé en fonction de ça pour être utilisé par Frame. Et ensuite, on va sélectionner le ou les data centers, ici d'AWS par exemple, pour aller pouvoir créer l'image au plus près de l'utilisateur, au plus près en termes de distance géographique, le but étant d'avoir une latence la plus faible possible. Donc ici, créer un cloud account, une fois qu'on a les informations qui sont fournies par l'équipe cloud public, ça va prendre à peu près 5 minutes pour se connecter à ce cloud account. Si je prends par exemple ici AWS, je vais pouvoir voir que je peux rajouter des data centers sur mon compte AWS qui est déjà pré-paramétré. Donc ici, j'ai 3 data centers, Francfort, Londres et Paris. Je pourrais sélectionner d'autres data centers AWS disponibles un petit peu partout dans le monde pour être au plus proche de mes utilisateurs et les rajouter simplement en cliquant sur Add. Une fois qu'on a rajouté le Cloud Account, on va pouvoir créer un compte donné. Alors ici, certains comptes ont déjà été créés. Je vais quand même montrer à quoi ressemble la création d'un compte. Donc la création d'un compte, c'est le choix de l'organisation
dans lequel, dans cette notion de plateforme, de hiérarchie de la plateforme, on a dit un compte dépend d'une organisation. Donc, je vais prendre l'organisation dans laquelle j'ai déjà configuré mes cloud providers. Je vais lui donner un nom. Ce sera le compte démo, par exemple. De fait, une URL va être générée, mais on peut la personnaliser. C'est l'URL qui sera utilisée par les utilisateurs ou par l'administrateur pour se connecter spécifiquement à ce compte. Ensuite, on choisit le cloud provider, donc Azure, AWS, Google ou de la HV. Ici, je n'ai pas de cluster HV qui ait été configuré. Donc, alors, par rapport à l'écran précédent, c'est vrai que l'écran précédent montrait les clouds publics. Quand on souhaite offrir un cloud provider sur HV, c'est à partir du prisme central qu'on va faire le setup de la plateforme Frame et c'est le prisme central qui ira enregistrer un cluster HV sur le compte Frame pour qu'il soit visible ici. Donc c'est pour ça qu'ici, que c'est grisé, qu'on n'a pas cette possibilité. Si on reprend AWS par exemple, qui était préconfiguré, on va retrouver les 3 régions déjà configurées. On a possibilité, si on le souhaite, de modifier les paramétrages réseau et VPC de ce compte. Ensuite, on clique sur Next et on va ensuite pouvoir choisir l'image, l'OS de la Golden Image. Donc ici, on va retrouver du 2012, du 2016. Ce sont essentiellement des OS Windows Server qui sont fournis par AWS. Dans le cadre des OS Linux, on retrouve, comme vu précédemment, du CentOS ou de l'Ubuntu. On va rester sur un Windows Server 2016. Et ensuite, on va pouvoir choisir un type d'instance pour déployer cette Golden Image. Alors ici, l'instance qui est choisie, c'est vraiment celle de l'image master. Ce n'est pas parce qu'on va choisir une image d'un type ici que tous les utilisateurs auront cette même image. On verra quelles sont les différentes images par la suite. On va rester ici, par exemple, sur un Pro 32. Et ensuite, on choisit la taille du disque de la machine virtuelle. Et on va pouvoir cocher ou pas si c'est un bureau persistant. Je ne vais pas aller au bout parce qu'on a déjà des comptes qui sont créés. Je vais prendre celui-ci, c'est celui qu'on est en train de créer, un Windows 2016 sur AWS, par exemple. Donc là, j'arrive cette fois-ci en tant qu'administrateur sur le compte qui a été créé. On arrive sur ce qui s'appelle la sandbox, et la sandbox, c'est vraiment ici l'image master qui va être utilisée par l'administrateur pour installer les applications, et c'est à partir de cette image qu'on va ensuite pouvoir cloner et offrir l'expérience à nos utilisateurs, soit d'un bureau, soit des applications. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Ici, j'ai démarré ma sandbox. On voit qu'il y a déjà un certain nombre d'applications qui ont été onboardées, c'est-à-dire qu'elles ont été installées dans l'image master, mais elles sont aussi ici visibles directement dans le control plane frame pour être publiées individuellement en tant qu'application. Donc, c'est ça ce qu'on appelle onboarder une application dans frame, c'est la rendre visible pour présenter, si on le souhaite, simplement, par exemple, l'application Excel. La machine est en train de démarrer. J'en profite pour présenter un petit peu la partie backup. On a possibilité de créer des backups. Donc, finalement, ce sont des snapshots qui vont être réalisés sur l'image master, soit manuellement, soit de façon planifiée, soit à chaque publication. C'est-à-dire que quand on va publier une nouvelle mise à jour de l'image master pour les utilisateurs, on va être en capacité de faire un snapshot à ce moment-là, ce qui fait que si jamais on avait une erreur, on a publié une application avec un comportement qui se passe mal, etc., on peut revenir à un snapshot précédent pour modifier l'installation de l'application qui aurait pu poser des problèmes. Ma sandbox est running, donc je vais pouvoir m'y connecter. Je clique sur Start Session. Et ici, on va se connecter donc directement dans le bureau Windows Server de cette machine en tant qu'administrateur. L'objectif étant, on l'a dit, d'installer, créer l'image qui va être utilisée pour être publiée à nos utilisateurs. Par exemple, alors ici, on est sur la machine, je suis connecté, on retrouve
un navigateur Google Chrome qui est installé. Donc ici, ce qui est important, c'est j'ai rien installé. Hein. C'est vraiment le Frame Remote Protocol qui fait que j'affiche au travers de mon navigateur, ici mon navigateur c'est Brave, on affiche directement au sein du navigateur la session utilisateur, mais cette fois-ci en tant qu'administrateur. Donc on voit que voilà, on retrouve les applications qui ont été onboardées, hein, la suite Office, Notepad++, GIMP a été installé, etc., etc. On va retrouver différentes informations comme ici la latence. En bas à gauche, on voit qu'on a 20 millisecondes et qu'on se situe à 350 miles depuis mon point d'accès. Donc je suis basé à Lyon. Le serveur est hébergé, lui, chez AWS sur le data center de Francfort. Donc voilà, il y a 350 miles ici et que entre mon poste utilisateur et le data center, j'ai une latence moyenne de 20 millisecondes. Donc ici, j'ai ouvert le navigateur Chrome. On va pouvoir se connecter et voir l'avantage d'être dans le cloud, c'est qu'on navigue entre guillemets à la vitesse du cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je vais faire un speed test, ici, je vais me rendre compte, alors moi je suis sur une liaison, je suis à Lyon, j'ai une liaison qui n'est pas forcément très haut débit, mais en tout cas, voilà, je lance un speed test et on se rend compte qu'on est en capacité de faire du 1200 mégabits seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une liaison supérieure à 1 gigabit parce que mon poste utilisateur est dans le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est à distance, même avec une connexion relativement faible, sur un Wi-Fi public par exemple, on va pouvoir échanger les fichiers qu'on aurait dans des Google Drive, dans des Dropbox, ou simplement faire ce qu'on a à faire à la vitesse du cloud, même si la liaison sur laquelle on est une liaison à faible bande passante. C'est ça qui est intéressant. Quand on dit que la solution, elle est née dans le cloud, on a vraiment la vitesse d'échange des cloud providers, en l'occurrence ici d'Amazon. On va télécharger une application, on va télécharger Firefox par exemple. Comme ça, on va voir ce que c'est que installer et onboarder une application. Donc, je télécharge la dernière version de Firefox. Elle est téléchargée. Je clique sur l'installeur. Ça, c'est relativement... On va retrouver dans les downloads. Je relance l'installeur. Je run. Donc là, je suis en train d'installer Firefox en tant qu'administrateur sur l'image master, le but étant de pouvoir le déployer par la suite. Voilà. Alors ici, on voit que Firefox a été installé et Frame voit qu'une nouvelle application a été installée. Il me propose de l'onboarder. Donc, si je fais OK ici, on va onboarder l'application. Ça veut dire que maintenant, quand je vais retourner dans mon control plane Frame, après, on retrouvera l'application qu'on vient juste d'installer. On va fermer l'application et on va laisser comme ça. On peut onboarder n'importe quelle application, même des applications qui sont déjà présentes sur un serveur. Si je prends l'exemple de l'Event Viewer, par exemple, on pourrait aller ici, hop, on retrouve l'Event Viewer, je peux faire un clic droit sur n'importe quel exécutable et cliquer sur Onboard to Frame, ce qui fait que on va pouvoir onboarder comme ça des exécutables déjà présents, la calculatrice Windows ou autre, directement sur le panneau de contrôle Frame. Je voulais montrer aussi, tout à l'heure on parlait de GPU, on a ici un GPU sur notre machine virtuelle, hein, c'est du NVIDIA. On est en capacité de voir ici qu'on a donc un GPU NVIDIA. À quoi peut ressembler la 3D? Alors, si je prends quelque chose qui est en ligne, visualiseur par exemple, je ne sais pas si ça va très très bien rendre parce qu'il y a la latence de la diffusion zoom, mais ici, on va voir qu'on n'a pas de problème pour exécuter n'importe quel type de workload 3D, que ce soit du Photoshop, de l'AutoCAD ou n'importe quel outil de modélisation 3D. Hein, dès qu'on fait du GPU, il n'y a aucun souci. Ici, on voit qu'on a quelque chose de relativement fluide.
Il n'y a aucun problème pour travailler comme ça, et tout ça, encore une fois, au travers de mon navigateur Brave. Il n'y a rien d'installé localement sur mon poste. Je n'ai pas de GPU non plus sur mon Mac, c'est une carte classique. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir offrir comme ça des usages 3D de façon, par exemple, à des populations d'utilisateurs ponctuels. On pourrait imaginer avoir 20 postes avec de la 3D pour les personnes qui en ont besoin ponctuellement, et que ces 20 postes soient des postes tournants. C'est-à-dire que tout le monde, à un instant T, n'a pas besoin de 3D. Peut-être que certains en auront besoin 1 ou 2 fois dans le mois. On peut mettre des pools de postes 3D à disposition d'un groupe d'utilisateurs. Donc maintenant qu'on a onboardé, on va se déconnecter, fermer la session administrateur. On retrouve ici, voilà, je reviens sur mon management plane. Je vais retrouver ici Firefox, que j'avais onboardé juste avant. On retrouve également l'Event Viewer ici, que j'ai également onboardé. Donc ça, c'est des applications qu'on va maintenant pouvoir publier. On va passer à l'étape d'après et voir comment on fait tout ça. Donc, il y a un point qui est intéressant ici, c'est la notion d'utility server. Qu'est-ce qu'un utility server ? Un utility server, finalement, c'est un serveur que l'on va pouvoir déployer au même titre qu'un poste de travail. On est toujours sur Amazon, mais ici, on va choisir encore une fois les différentes images qui sont proposées. Et sur ce type de serveur, on va pouvoir, par exemple, installer soit un file server, soit une database, soit un serveur de licence, peu importe, qui ont besoin d'être sur le même réseau que les postes utilisateurs. Typiquement, si je prends le cas d'un serveur de licence, ça peut être dans l'optique de gérer le licensing d'une application qui va se connecter à un serveur de licence, voir si une licence est disponible, la donner à l'utilisateur et la restituer à la fin de la session. Il y a certaines applications aujourd'hui fonctionnent comme ça. Et grâce à cet utility server, alors on peut en créer un, on peut en créer plusieurs, mais on va pouvoir être en capacité d'avoir sur le même réseau que les postes de travail le serveur de licence nécessaire. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Une fois qu'on a créé la Golden Image, on va pouvoir créer les différents launchpads, c'est-à-dire c'est ce que va voir un utilisateur une fois qu'il s'est authentifié. Tout à l'heure, on a vu, moi je me suis authentifié, j'arrive sur la sandbox parce que je suis administrateur, mais un utilisateur, lui, va arriver sur ce qu'on appelle un launchpad, et en fonction des différents launchpads auxquels il aura accès, il va retrouver soit des launchpads de type desktop, donc sur lequel il va pouvoir se connecter à un bureau, soit des launchpads de type applicatif sur lequel il va pouvoir se connecter aux applications auxquelles il a droit, applications qu'on aura onboardées au préalable dans l'image master. Donc ici, on a un launchpad qui s'appelle Bureautique qui a été créé, et je vais pouvoir simplement dans le Manage Application, par exemple, rajouter, si je le souhaite, le navigateur Firefox simplement en le cochant ici. Donc parce que je fais ça et que je fais Save, je vais être en capacité, pour l'utilisateur qui a accès au Launchpad Bureautique, il va avoir une icône supplémentaire qui lui permet directement d'ouvrir le navigateur Firefox auquel il a droit. Alors, un utilisateur peut avoir plusieurs launchpads. Il peut avoir différents types de launchpads applicatifs. Il pourrait également avoir différents launchpads de type desktop. Certains, je ne sais pas, à Singapour, d'autres à New York et d'autres à Paris. Et il va pouvoir, comme ça, en fonction de son lieu de connexion, se connecter au bureau qui est le plus proche de lui, si c'est un itinérant, pour encore une fois avoir la latence la plus faible et avoir la meilleure qualité de travail possible. Donc, on retrouve ici pour les launchpads les notions d'instance. Donc, la notion d'instance, c'est ce qu'on va retrouver chez Amazon, Azure ou GCP. On va être en capacité de choisir des instances. Ça va définir le nombre de vCPU, la quantité de mémoire du bureau ou de l'application, enfin utilisable pour la VM qui va exécuter le bureau ou l'application, mais aussi, par exemple, dans le cadre des instances de type Pro, la possibilité d'utiliser ce que je vous montrais au préalable, un GPU. Donc ici, si je prends l'instance Pro 32, l'instance Pro 32, ça correspond à une G3S.X large
chez AWS, ce qui correspond à une machine virtuelle de 4 vCPU, 32 Go de RAM et qui dispose d'un GPU NVIDIA. Donc après, cette notion d'instance, elle est nommée, l'idée c'est de la nommer de façon uniforme pour qu'un utilisateur puisse s'y retrouver, peu importe son cloud provider, pour que ce soit quelque chose qui lui parle à lui. Donc pour chaque desktop ou pour chaque launchpad applicatif, on va pouvoir choisir là où les instances auxquelles l'utilisateur a droit de se connecter. On pourrait imaginer faire des instances graphiques avec, alors c'est pas vraiment de la 3D, mais on peut imaginer que pour des besoins de GIMP ou autres, on ait besoin d'activer des cartes avec du GPU, donc des instances de type Pro, là où pour la bureautique classique, une instance R8, donc qui offre 2 CPU et 8 Go de RAM, suffisent largement. Même la R4 suffirait dans le cas présent. Donc encore une fois, c'est l'administrateur qui va pouvoir choisir tout ça. Ensuite, la deuxième étape, tout à l'heure on l'avait dit, c'était la gestion des identités. Donc ici, on va choisir le ou les solutions d'authentification utilisateur. La basique, c'est celle avec l'email password qui est native à la solution Frame, mais les solutions plus modernes, voilà, c'est tout ce qui se base sur le SAML. Donc la SAML, on va ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, avoir différents SAML 2 providers qui vont être configurés. Encore une fois, ça pourrait être de la DFS, ça peut être de l'Azure AD. Donc tous les utilisateurs d'Office 365 peuvent être authentifiés de façon simple. Et une fois qu'on a configuré le provider SAML 2, on va gérer les permissions. Les permissions, ça va être la possibilité de dire pour un provider donné, donc ici c'est le mien, quand les conditions sont satisfaites, donc on peut utiliser des groupes ou les différents champs qui peuvent être l'email, le groupe utilisateur, etc. On va pouvoir donner différents rôles à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Administrateur d'account, par exemple, sur l'account Windows 2016 AWS sur lequel je suis connecté, ou alors simplement Launchpad User, donc là c'est l'utilisateur final. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a accès au Launchpad User graphique, parce qu'il a besoin de faire du GIMP, mais parce que c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'un bureau, on peut lui rajouter un autre Launchpad User sur le bureau. Ça veut dire que cet utilisateur aura accès à un bureau et à un Launchpad avec les applications graphiques. Donc, on peut créer comme ça autant de conditions et de permissions qu'on le souhaite pour un utilisateur donné ou pour des populations d'utilisateurs. Généralement, c'est plutôt des populations qui appartiennent à un groupe donné, groupe qui dépendra de la configuration SAML 2 qui a été réalisée. La notion de capacity, c'est ce qu'on fait par la suite, c'est on retrouve différentes instances. Donc, pour chaque instance, on va être en capacité de justement sélectionner un minimum, un buffer et un maximum. Donc, ça veut dire quoi? Le max instance, ce sera le nombre maximum d'instances qu'on va pouvoir déployer à un instant T. Le minimum number of instances, ce sera le nombre d'instances qui sont toujours démarrées. Et après, on peut également gérer ce qu'on appelle un buffer, qui va permettre de dire, si je mets un buffer par exemple égal à 2, ça veut dire que je veux que toujours un minimum 2 machines virtuelles soient démarrées, même sans qu'il y ait de connexion utilisateur. Ce qui veut dire que quand un utilisateur va arriver, on va systématiquement réallumer une nouvelle machine, l'objectif étant qu'un utilisateur, quand il se connecte à la plateforme, ait toujours une machine allumée, donc la connexion va durer quelques secondes, 3 ou 4 secondes, là où il faudra 1 minute, le temps d'allumer la machine virtuelle et de se connecter si on n'a pas de buffer, par exemple. Donc cette notion de capacité, on va la gérer sur chacune des instances qu'on a vues avant. Alors les instances dépendront du cloud provider. Et on va également avoir la possibilité, si on le souhaite, de modifier pour un laps de temps donné la capacité active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, par exemple, pour limiter les temps de connexion sur les pics de 9 heures, l'heure d'arrivée où tout le monde arrive au bureau à 9 heures, on va mettre 10 minutes avant
à 9h-10, par exemple, changer la valeur par défaut du nombre d'instances minimum ou du buffer qui peut être à 0 en journée et mettre un buffer de 50, ce qui fait qu'on aura 50 machines allumées, quoi qu'il arrive, à 9h-10, et que à chaque utilisateur qui va se connecter, on va rallumer des nouvelles machines pour que finalement, aux heures critiques, à 9h, à 14h par exemple, les temps de connexion utilisateur soient instantanés. Et pour des raisons économiques, le reste du temps, on éteint ces machines. Sur la partie analytics, parce qu'on parlait justement des raisons économiques, en fonction du cloud provider choisi, on va payer, si on est dans le cloud public, à la consommation. Donc l'espace de stockage, à chaque machine créée, on va payer un petit peu d'espace de stockage, mais c'est surtout l'exécution des machines, donc le fait qu'elles soient allumées, qui a un coût. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer ici dans cette partie analytics, aussi bien sur les sessions quotidiennes, mensuelles, ou même les connexions horaires, à chacun des systèmes pour voir combien de personnes sont connectées sur la plateforme sur un laps de temps donné. On va retrouver toute la partie utilisation et le disk usage, mais c'est surtout la partie elasticity qui va être la plus parlante, puisque pour une instance donnée, on va être en capacité sur un laps de temps donné, alors c'est pas très représentatif ici, hein, les valeurs sont faibles, on a 0, 1 ou 2, mais ici, il faut imaginer que vous allez pouvoir voir si vous avez, par exemple, 100 bureaux provisionnés, combien de bureaux sont allumés dans le buffer et combien de sessions sont actives en fonction des jours et horaires. L'objectif, c'est d'affiner justement ces paramétrages de capacité pour ne pas allumer plus de machines qu'il n'en faut si elles ne sont jamais consommées, et tout ça dans l'objectif de réduire les coûts d'exécution dans le cloud public. Donc toute cette partie analytics, elle est là pour ça. Et c'est vraiment l'objectif de pouvoir suivre. C'est dommage qu'on n'ait pas un joli graphe, mais sinon, on voit bien sur cette partie analytics les sessions, les connexions utilisateurs heure par heure et versus les machines qui sont toujours allumées. La partie activity, ça permet de tracer les actions qui sont faites par les différents utilisateurs ou les différents administrateurs. Et arrive la partie settings dont je parlais tout à l'heure, qui va nous permettre, pour un utilisateur ou un profil donné, justement, d'activer les différents services de stockage en ligne, les Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive. Est-ce qu'on veut ou pas activer ces features? Et même chose sur les features dont on parlait tout à l'heure, l'intégration du copier-coller. Est-ce qu'on souhaite permettre à un utilisateur de faire un copier-coller, c'est-à-dire entre son bureau et son navigateur local? Si oui, est-ce qu'on souhaite ce copier-coller dans les deux sens? Est-ce qu'on souhaite le permettre du local vers la session distante ou l'inverse? On peut choisir si on le souhaite. Est-ce qu'on permet à un utilisateur de télécharger ou d'uploader des fichiers depuis ou vers son bureau distant? Est-ce qu'on permet à l'utilisateur d'imprimer depuis sa session distante? Donc voilà, tout ça, c'est pour répondre aux enjeux de sécurité. On peut, si on le souhaite, empêcher qu'un utilisateur ne puisse imprimer ce qu'il visualise dans sa session sur son navigateur local, simplement en décochant cette partie-là, par exemple. Enfin, on va retrouver toute la partie réseau et notamment tout ce qui est lié à la bande passante et à la qualité d'image perçue par l'utilisateur. Donc aussi bien sur la compression plus ou moins importante de son environnement au poste de travail, ou le framerate qu'on va pouvoir limiter, qu'on peut monter jusqu'à 60 fps si c'est le besoin le nécessite. C'est des choses qu'on peut faire, par exemple, quand on fait de la 3D, ça peut être intéressant, ou à contrario, limiter à 30 fps parce qu'on considère que ça suffit et que pour la bande passante donnée, on n'a pas besoin d'avoir plus, pour l'utilisateur donné, on n'a pas besoin d'avoir plus que 30 fps, sinon c'est au détriment d'autres utilisateurs, puisque forcément, augmenter le nombre de FPS va augmenter le débit d'un utilisateur. Par rapport à ces différents points réseau, on va être en capacité, si on le souhaite, d'ajouter des optimisations automatiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir, par exemple, pour une bande passante ou une latence donnée,
ajouter, modifier dynamiquement les paramètres dont on parlait juste avant. Par exemple, si ma bande passante est inférieure à 1 mégaoctet, donc inférieur à 1 mégaoctet, 1024 kilooctets, je peux dire que mon nombre de FPS qui est de 30 de façon nominale, je ne souhaite pas aller au-delà de 20 FPS par exemple, parce que je sais que sur cette bande passante de 1 mégaoctet, je vais avoir plusieurs utilisateurs, donc je souhaite économiser. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut rajouter ce type d'optimisation et parce que l'utilisateur va se connecter et que la condition sera satisfaite ou non, on peut finalement écraser les différents paramétrages par défaut qu'on retrouve ici sur la partie network. Je vais vous montrer à quoi ressemble du coup maintenant quand on a fait tout ça. On est en tant qu'administrateur, on a mis à disposition une image pour un nombre d'utilisateurs. On a choisi nos utilisateurs ou nos groupes d'utilisateurs dans les permissions ici. On a créé l'image dans la sandbox. On a créé les différents launchpads visibles par les utilisateurs et on a géré la capacité côté infrastructure. Ce serait la même chose si on fait du Nutanix sur du Nutanix Azure on-premise. On retrouverait bien ici la même chose au niveau de la capacité. Quand on a fait tout ça, on n'a plus qu'à... Alors, il y a un point qui n'a pas été dit, c'est la publication. Ici, quand on a terminé de mettre à jour l'image master, on va cliquer sur Publish pour publier cette image et mettre à jour les différentes images déjà créées. Typiquement, là, j'ai installé Firefox et j'ai installé Firefox dans mon image. Ce Firefox, aujourd'hui, si je me connecte dans le bureau, il ne sera pas visible parce que je l'ai installé après avoir publié. Il faudrait que je clique ici sur Publier pour mettre à jour l'image utilisateur, ce qui prendrait, ça prendrait entre 10 et 15 minutes de faire cette publication pour qu'on voit arriver le Firefox sur le bureau utilisateur. Mais c'est quelque chose qui est relativement simple. L'avantage, c'est que pendant que des utilisateurs travaillent sur une image, l'administrateur, peut lui modifier la sandbox, rajouter ses applications, faire ses mises à jour. Ça n'a pas d'incidence sur ce qui est fait côté utilisateur. C'est uniquement quand il aura cliqué sur publier qu'on va modifier les images utilisateurs, ce qui fait que les utilisateurs connectés, ça ne changera rien pour eux. Les nouvelles connexions utilisateurs auront la nouvelle version de la sandbox, tandis que les anciens utilisateurs auront cette nouvelle version dès lors qu'ils se seront déconnectés puis reconnectés. C'est-à-dire que si l'utilisateur ferme sa session, il se reconnecte, il aura une nouvelle image à jour qui sera générée. On retrouve ici ces différentes informations au niveau du statut. On va mettre, par exemple, les capacities, on va en créer quelques-unes. On va mettre un minimum sur celle-ci. Hop, stay, j'ai oublié de sauvegarder. Voilà. Et ici, même chose, on va mettre une capacité minimum. Comme ça, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'un utilisateur voit quand il se connecte. Donc maintenant, je vais me connecter sur un Launchpad. Voilà, je suis administrateur, donc je vais voir tous les Launchpads, mais je me retrouve ici sur le Launchpad qui me permet de lancer un bureau. On voit en haut que j'ai plein de Launchpads différents. Je peux me connecter sur un bureau ici sur Azure. Je peux me connecter sur des applications toujours sur un compte Azure. De la même façon, je peux aller me connecter sur les applications graphiques avec le GIMP et le Pen dont on voyait tout à l'heure qui tournent eux sur AWS. Ou alors, je peux me connecter directement ici sur le bureau qui tourne sur AWS sur lequel on a installé Firefox. Donc, on retrouve en bas à droite ici la notion d'instance. On a vu que pour le bureau, j'avais une instance R8 ou une Pro32. On retrouve cette information ici. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant de limiter les instances et que l'administrateur choisisse, parce qu'un utilisateur, s'il a le choix entre une instance R8 et une Pro32, de base, il va prendre la Pro32, il va dire elle est plus performante, donc je prends la plus élevée. C'est pour ça qu'un utilisateur un administrateur n'a pas forcément intérêt
à permettre à tous les utilisateurs d'utiliser du GPU s'ils n'en ont pas besoin, notamment pour, encore une fois, des raisons économiques dans le cloud. Je clique sur mon bureau et voilà, je vais me retrouver connecté dans mon bureau Windows 2016 sur lequel on a installé. Alors Firefox n'a pas été publié, hein, encore une fois, tout à l'heure on l'a installé mais il n'a pas été publié. Si j'avais cliqué en tant qu'administrateur sur publier, je retrouverais ici cette version du bureau publié avec Firefox, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, ici je suis utilisateur lambda, je peux travailler sur mon poste de travail, je peux ouvrir les applications, je peux retrouver les différents fichiers. Alors, si j'avais ici installé du Google Drive, par exemple, je serais directement en capacité, j'aurais une lettre de lecteur supplémentaire ici, un G2 points par exemple, qui me permettrait d'aller browser naturellement tout ce qui est sur Google Drive. C'est du streaming, ça veut dire qu'à aucun moment on va copier les données d'un Google Drive utilisateur vers son compte, mais pour l'utilisateur, il aura cette même impression de naviguer dans son Google Drive comme on navigue ici sur l'explorateur avec les données localement sur l'image. Au niveau, voilà, il y a différentes choses ici au niveau de Frame. Le Download Now, qu'est-ce que c'est? Si je mets un fichier ici, alors je ne sais pas ce que je pourrais mettre, si je mets un fichier dans le Download Now ici, il va se télécharger localement sur mon poste de travail local. A contrario, si je le souhaite, je peux ici cliquer sur Upload Files et on va retrouver ici différentes. Si je prends par exemple, je pourrais imaginer prendre un PowerPoint qui est sur mon bureau, sur le bureau de mon MacBook. Je clique sur ce document, je fais Open. Ce document va être uploadé dans ma session. On voit ici le petit camembert d'évolution et je vais retrouver, maintenant que mon fichier est uploadé, je vais le retrouver dans les uploads. Donc ça me permet d'échanger des fichiers entre la session utilisateur et mon poste de travail, hein, chose qu'on a vu qu'on pouvait, si on le souhaite, verrouiller. Au même titre que l'impression, si j'imprime quelque chose, je peux empêcher l'impression côté utilisateur. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand on imprime? Quand un utilisateur va aller imprimer un document, on peut le lancer ici, il va se passer, on fait un print, voilà, et on a une imprimante qui s'appelle Frame. Je clique sur imprimer, ça va générer en fin de compte, alors ça c'est un gros document qui fait 28 pages, je génère le fichier d'impression qui va me générer un PDF qu'on va télécharger. Et là, ce qui s'ouvre ici, c'est le gestionnaire d'impression locale de mon poste de travail. Ça veut dire que l'utilisateur, s'il est connecté chez lui avec son imprimante HP connectée sur sa machine, ici, il va retrouver dans les destinations les différentes imprimantes qu'il a sur son poste de travail. S'il est connecté à son bureau, il retrouvera les imprimantes connectées au poste de travail de son bureau, etc., etc. Il a juste à sélectionner l'imprimante souhaitée. Bon, j'en ai pas ici, donc on va laisser comme ça. Et en faisant imprimer, ça va imprimer du coup localement sur l'imprimante sur lequel il est connecté. Je ferme ma session et je reviens. Voilà, en tant qu'utilisateur, je suis à nouveau en visibilité sur les différentes images disponibles. Donc, on peut également, comme tout à l'heure, sur la partie bureautique, par exemple, je peux, si je le souhaite, cliquer sur un Notepad++, et ça va cette fois-ci non pas me lancer un bureau, mais vraiment lancer l'application Notepad++ qui est publiée par mon administrateur. Bon, c'est ce qui est fait ici. Voilà, c'est terminé. Le Notepad++ est lancé. Même chose, quand on va enregistrer, quand on va vouloir enregistrer les informations, on retrouve le même type de choses que tout à l'heure. Donc, les uploads, les downloads et la capacité de naviguer au travers de tout ce qui aura été monté dans la session. Donc, un file server ou les différents OneDrive, Dropbox et autres, afin de pouvoir ouvrir et enregistrer le travail qui est effectué sur chacune des applications.
Quand on clique ici, on voit les différentes applications, hein. Il y avait une fonctionnalité qui s'appelle l'App Switching. Un utilisateur peut, s'il le souhaite, directement ouvrir une autre application auquel il a droit. Donc, si je clique sur Excel, ici, je vais basculer de l'application Notepad++ vers l'application Excel. Et on peut faire ce qu'on fait classiquement sur un Excel. Quand on a terminé, on fait un close session et on revient voilà, sur son Launchpad. À noter qu'il y a une notion de déconnexion. Hein. Si un utilisateur ferme son navigateur, après le laps de temps paramétré par l'administrateur, la session sera fermée automatiquement et le travail de l'utilisateur, s'il n'a pas été enregistré avant, sera perdu. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et encore une fois, il y a quand même un accompagnement utilisateur qui est à faire. Hein. Mais l'objectif, c'est de ne pas avoir des sessions qui soient déconnectées pendant des jours ou des heures pour éviter, encore une fois, d'avoir des problématiques économiques et que les sessions, qu'à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, il soit déconnecté, il génère une nouvelle session et donc la création d'une nouvelle machine virtuelle. Je pense qu'on a fait le tour pour la démo. Donc, on va répondre aux questions. Il y a un point qui est important, c'est qu'actuellement, vous pouvez, en allant sur l'URL indiquée ici, donc nutanix.com/workfromhome, vous pouvez vous activer un trial de 30 jours pour un nombre illimité d'utilisateurs, ce qui va vous permettre de tester Frame une fois que vous aurez utilisé soit vos propres comptes cloud public ou si vous avez un cluster Nutanix sur AHV, utilisez votre cluster pour déployer les fameux workloads VM. Donc, il y a 30 jours pour un nombre illimité d'utilisateurs. C'est vraiment le moment de tester la solution et de voir ce qu'elle peut vous apporter. L'idée étant de voir comment on vient de le faire, en combien de temps, en quelques heures, je peux créer un ou plusieurs workloads d'utilisateurs, une ou plusieurs images avec les différentes applications. Alors, on va prendre les questions. Une question a été posée sur le modèle de licence. Aujourd'hui, quand on prend Frame, il y a deux modèles de licence. Il y a l'utilisateur nommé ou l'utilisateur concurrent. Donc, c'est quelque chose qui va dépendre du nombre de la façon dont vous utilisez vos postes utilisateurs. Si vous avez des utilisateurs qui tournent en 24/7 sur une même machine, il vaut mieux être sur des utilisateurs concurrents, sinon l'utilisateur nommé est intéressante. Ça, c'est pour tout ce qui est licensing Frame. Après, ce qui n'a pas été précisé, alors si vous utilisez du cloud public, les licences Windows Server, par exemple, sont déjà dans la souscription du cloud provider. Si par contre, vous déployez sur du Frame on AHV, vous avez besoin d'acquérir les licences Windows Server comme on le fait sur un modèle traditionnel quand on a des Windows Server chez soi. Ensuite, il reste la question de la licence utilisateur Microsoft. Donc, si les OS sont des OS Windows Server, vous allez devoir vous acquitter d'une cale RDS classiquement quand on est on-premise ou d'une salle RDS quand on est dans le cloud, donc c'est une souscription pour RDS. Si les OS sont des OS de type Windows 10, il faudra s'acquitter de la licence VDA. Donc ça, c'est des coûts qui sont liés à Microsoft et aucunement à Nutanix. Autre question, l'accès des périphériques USB. Alors, l'accès USB, c'est quelque chose qui est arrivé récemment au travers d'un client qu'on va pouvoir installer sur les devices utilisateurs pour être en capacité de bien remonter justement des périphériques USB génériques dans la session. Donc là, à la différence de la solution qui marche nativement sur les navigateurs HTML5, là on a besoin d'installer un client qui va fonctionner sur un Windows ou un Linux, et Mac d'ailleurs, pour la gestion de l'USB.
Est-ce qu'on peut installer la solution sur nos serveurs? Alors, oui, si les serveurs concernés sont des clusters Nutanix avec l'hyperviseur AHV, ça je l'ai dit plusieurs fois. Une question a été posée pour savoir si les ressources VM étaient par utilisateur ou mutualisées. Alors, il y a deux réponses. Quand un utilisateur, le nombre de VM que l'on va permettre, on a cette notion de capacité. Si je mets 100 en capacité, on va avoir un pool de 100 VM qui va être créé. Ces 100 VM sont utilisables par n'importe quel utilisateur qui a accès à ce pool de ressources. Par contre, on est dans une relation de type one-to-one où un utilisateur à un instant T se connecte à une VM. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau-serveur qui sera mutualisé entre plusieurs utilisateurs. On n'est pas dans le cadre de ce qu'on fait avec du RDS, par exemple, où on a plusieurs sessions sur un même serveur. Ici, on est dans le même cadre que le VDI. Un utilisateur égale une session sur un serveur. Comment gère-t-on les devices USB? Les devices USB, alors j'ai répondu, ça va remonter au travers du client dans la session et ensuite il sera visible comme un périphérique local. Donc la gestion des scanners va être prise en charge très prochainement. Il y a des choses comme ça qui vont arriver très prochainement pour améliorer encore l'expérience USB. Peut-on installer des applications métiers avec un SCCM? Oui, on peut si on le souhaite. Alors il y a deux choses. Sur les bureaux, on a la capacité de faire des environnements, on l'a dit, qui soient soit persistants, soit non persistants. Donc si on fait du persistant, on peut utiliser un SCCM par exemple pour pousser des applications comme sur des laptops physiques, ça c'est possible. Si on est dans des bureaux non persistants, on pourra, si on le souhaite, utiliser SCCM pour personnaliser ce qu'on appelle la sandbox, qu'on a vu, c'est l'image master. Si on le souhaite, on peut effectivement maintenir à jour l'image, la golden image au travers d'un SCCM pour ensuite publier les modifications au travers de frames. Ça, c'est des choses qui soient faisables. Les autres hyperviseurs on-premise, on ne prend en charge que l'hyperviseur HV. La question a été posée plusieurs fois. Il n'est pas prévu aujourd'hui, il n'est pas prévu d'étendre ces possibilités à d'autres hyperviseurs qu'HV pour le moment. Une question a été posée sur la possibilité de raccorder un filer on-premise vers une infra sur AWS. Donc, si on souhaite faire ce genre de choses, on va passer, ça va dépendre déjà des interactions. Est-ce qu'on a déjà un lien entre le réseau du client et AWS? Si c'est le cas, on pourra passer tout simplement par ce lien. Si ce n'est pas le cas, on va passer par un VPN qui va permettre de maintenir une liaison entre AWS et le filer côté client. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans le VPC pour pouvoir justement accéder directement du poste utilisateur qui est connecté dans AWS à un filer local. L'objectif, après, ça va être effectivement de regarder s'il est pertinent pour ces raisons d'avoir les données utilisateurs au plus proche du poste. Donc, est-ce que les applications et données de l'entreprise sont plutôt on-premise? Dans ce cas-là, peut-être que la bonne idée est de partir sur du cluster on-premise en AHV. Par contre, si, à contrario,
l'entreprise est déjà très cloudifiée, des applications SaaS, des utilisations de stockage partagé type Dropbox ou autre, dans ce cas-là, d'aller directement héberger les workloads VM dans les différents cloud providers. La gestion du multi-écran est prise en charge. Ça va passer, comme pour l'USB, effectivement, au travers d'un plugin, enfin d'un client à installer côté utilisateur. En fait, nativement, la notion de multi-écran, elle est mal gérée aujourd'hui par les navigateurs. Hein. Les navigateurs ne sont pas faits pour être étendus. Donc, il faut effectivement passer par ce client local qu'on va installer sur le poste utilisateur pour les remontées USB et pour la gestion propre du double écran, par exemple. Il y a une question. Il y a une question sur les scripts DSC. Je ne vois pas de quoi on parle, donc c'est pas simple. Quid de l'application on-premise? C'est ce que je disais avec la notion de filer. La notion de on-premise, si toutes les applications sont on-premise, il va falloir monter un lien VPN entre le data center client et le cloud provider, ou alors héberger les workloads VM directement on-premise sur de l'AHV. À chaque fois, les deux cas sont possibles. Hein. L'idée, c'est de rester cohérent et de voir ce qui est le plus pertinent. Après, on peut avoir justement dans cette notion d'hybridation des postes, quand on fait un usage permanent de ce type de solution, on peut imaginer avoir des clusters Nutanix AHV on-premise avec les postes, avec les workloads proches des applications, des fichiers et des utilisateurs. Et dans le cadre de débordement ou pour des personnes qui font du sédentaire, dans ce cas-là, aller vers le cloud public et monter une liaison VPN pour accéder aux fichiers de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est faisable également. Après, tout dépend de plein de contraintes, effectivement. Donc ça, c'est des discussions, des réflexions qu'il faut avoir en phase d'avant-vente sur les objectifs. Il y a autant de réponses qu'il y a de cas, mais l'idée, ce sera toujours d'essayer de coller au mieux et surtout de réduire la latence pour avoir la proximité des utilisateurs et de leurs outils de travail, que ce soit les applications ou leurs fichiers. Voilà pour la plupart des questions. Donc après, ce que je vous propose, c'est s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial ou de votre équipe de compte pour échanger plus précisément sur vos besoins. Même chose sur le trial, hein, vous avez l'URL, donc l'URL qui est le nutanix.com/workfromhome sur lequel vous pouvez aller simplement en saisissant vos coordonnées, bénéficier d'un accès de 30 jours pour un nombre illimité d'utilisateurs, donc c'est intéressant. Ce sera l'occasion de vraiment tester la solution. Pour le reste, merci à tous pour votre temps. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire, en espérant qu'il ait répondu à vos attentes et que aujourd'hui vous voyez plus spécifiquement ce qu'apporte Frame versus des solutions de VDI dites classiques. Et voilà. Passez à tous une très bonne journée. Merci.